Ce que le pardon coûte, une histoire d'amour impossible. Nadia Koné avait 35 ans, une vie modeste et un fils qui valait tout. Elle était ivoirienne, née à Abidjan, arrivée en France à 19 ans avec une bourse et une conviction, que Paris lui devait quelque chose. Paris ne lui avait pas donné ce qu'elle espérait. Mais elle était restée, elle enseignait aux enfants de 3 à 5 ans dans une école maternelle du 13e arrondissement. Elle leur apprenait les couleurs, les chiffres, les premières lettres. Elle leur apprenait à tenir un crayon, à partager et à dire pardon quand on avait fait du mal. Elle avait un fils, il s'appelait Yanoa. Il avait 5 ans. Yanoa avait les yeux de son père. Ce père repartit en Côte d'Ivoire quand Yanoa avait 8 mois, avec des promesses qu'il n'avait pas tenues. Yanoa avait les yeux de cet homme-là, mais le sourire de personne d'autre que lui-même, ce sourire large, généreux, qui prenait tout le visage et qui illuminait leur petit appartement du 13e comme un soleil personnel. Yanoa aimait les camions rouges surtout. Il en avait 7, alignés chaque soir sur le bord de la fenêtre, avec une précision d'ingénieur, et gare à sa mère si elle en déplaçait un pour faire la poussière. Il aimait aussi les pâtes au beurre, les dessins animés du samedi matin, et cette façon qu'il avait de grimper dans le lit de Nadia à 6 heures en semaine en disant « Maman, t'as vu l'heure ?» comme si c'était elle qui dormait trop. Le 14 mars, il traversait le boulevard Auguste Blanqui. Il tenait la main de sa mère. Puis il ne la tenait plus. Il avait vu quelque chose de l'autre côté. Un chien, un ballon, on ne sut jamais vraiment. Et il avait lâché sa main une seconde, juste une seconde, et il avait couru. La voiture arriva trop vite. Nadia ne saurait jamais dire exactement ce qu'elle vit. Son cerveau prit la décision, dans la fraction de seconde qui suivit, de ne pas enregistrer certaines choses. C'est ce que font les cerveaux des mères dans ces moments-là. Ils cèdent sur certaines images pour que le reste puisse tenir debout. Ce qu'elle sut, c'est le bruit. Un bruit qu'elle n'avait jamais entendu et qu'elle entendrait jusqu'à la fin de sa vie. Pas un grand bruit, pas comme dans les films. Quelque chose de bref, de presque discret, qui n'aurait pas dû être capable de contenir autant de destruction. Et puis le silence d'une seconde. Une seconde suspendue où Paris s'arrêta de respirer. Et puis le cri de Nadia. Elle ne savait pas qu'elle était capable de produire ce son. Elle ne savait pas qu'il existait dans la gorge humaine quelque chose d'aussi primitif, d'aussi animal, d'aussi totalement dépourvu de tout ce qu'on appelle la dignité. Ce n'était pas un cri. C'était quelque chose qui venait de plus loin que les mots, de plus loin que la langue, du ventre qui avait porté Yanoa pendant 9 mois et qui savait avant sa tête ce qui venait de se passer. Elle courut, elle tomba, elle se releva. Ses genoux saignaient, elle le sut plus tard. Elle ne le sentit pas sur le moment. Yanoa était sur la chaussée. Elle se jeta sur lui, prit sa tête dans ses mains, appela son prénom encore et encore et encore comme si son seul souffle pouvait le ramener, comme si le son de sa voix pouvait traverser l'épaisseur de ce qui venait de se passer et le trouver de l'autre côté. Yanoa, 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 regarde-moi. Yanoa, c'est maman. Yanoa, ouvre les yeux. Yanoa, s'il te plaît. S'il te plaît, mon bébé. Yanoa. Les gens s'arrêtèrent. Des mains l'attrapèrent. Elle les repoussa. Personne n'avait le droit de la toucher. Personne n'avait le droit de s'approcher de son fils. Le SAMU arriva. Ils la retirèrent de lui. Le son qu'elle fit quand leurs mains la séparèrent de Yanoa n'était plus un cri. C'était quelque chose de plus profond et de plus désespéré. Le son d'une femme qu'on arrache à sa propre vie. Dans l'ambulance, elle ne pleurait plus. Elle ne criait plus. Elle était assise, les mains sur les genoux, les mains qui ne sentaient plus rien, et elle regardait le plafond blanc en se disant que dans un moment, on allait lui dire que tout allait bien, que Yanoa avait juste besoin de quelques points de suture, que les 5 ans, c'est solide, ça tombe et ça se relève, et ce soir, il rentrerait à la maison et il réclamerait ses pâtes au beurre et ses camions. Elle le crut pendant tout le trajet, parce que l'alternative était impossible. Yanoa mourut à l'hôpital Pitié-Salpêtrière 3 heures plus tard, sans reprendre connaissance. Il avait 5 ans. Il aimait les camions rouges. Le médecin dit les mots. Nadia les entendit, les comprit, et quelque chose en elle, quelque chose qui s'appelait Nadia Koné, qui avait grandi à Abidjan, qui avait traversé l'océan pour un rêve, qui avait élevé seul un garçon magnifique. Quelque chose en elle s'éteignit. Pas tout,
Juste ce qui rendait la vie légère. Les pépites. Si cette histoire vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, mais continuons cette histoire passionnante. Il s'appelait Peter de Vere, 40 ans, franco-américain, père français, mère américaine, élevé entre Paris et New York avec cette aisance des gens qui n'ont jamais eu à choisir entre deux mondes, parce qu'ils possédaient les deux. Grand, les cheveux bruns, les yeux d'un bleu presque dérangeant. Le genre de bleu qui appartient au ciel d'hiver et qui dans un visage humain donne l'impression que la personne vous voit mieux que vous ne le voudriez. Il était PDG de De Vere Group, un conglomérat franco-américain spécialisé dans l'immobilier de luxe et les investissements technologiques. 300 millions de valorisation. Des appartements à Paris, New York et Miami. Un chauffeur évidemment. Un homme appelé René qui conduisait depuis 7 ans et qui ne posait jamais de questions. Ce jour-là, Peter n'avait pas laissé conduire René. Il avait eu une dispute avec Camille, sa petite amie depuis 2 ans. Il avait pris les clés. Il avait dit à René de rester. Il avait roulé trop vite. Pas dangereusement vite. Pas ivre. Pas drogué. Juste trop vite pour quelqu'un qui est en colère et qui regarde ses pensées plutôt que la route. Il avait vu Yanoa une fraction de seconde avant l'impact. Une fraction de seconde. Pas assez. Il s'arrêta. Il sortit de la voiture. Il vit ce qu'il avait fait. Et quelque chose en lui se brisa d'une façon qu'il ne saurait jamais tout à fait réparer. Il fut entendu par la police. Il coopéra entièrement. La justice conclut à un homicide involontaire. Son permis fut suspendu. Il fut condamné à 18 mois de prison avec sursis et 150 heures de travaux d'intérêt général. 150 heures. Pour la vie de Yanoa. Nadia apprit le jugement par son avocate. Elle raccrocha le téléphone. Alla dans la chambre de Yanoa. Elle n'avait rien touché, rien rangé. Les camions rouges étaient encore alignés sur le bord de la fenêtre. Elle s'assit par terre au milieu de ses affaires. Et elle resta là jusqu'au lendemain matin. Elle ne pleura pas. Elle n'avait plus de larmes depuis longtemps. Elle n'avait plus que cette chose dure et froide dans la poitrine qui s'appelait la haine et qui était devenue son seul point fixe. Peter de Vere passa les 6 mois qui suivirent le jugement à essayer de comprendre comment vivre avec ce qu'il avait fait. Il ne trouva pas. Il travailla. Il continua à diriger son groupe, à prendre des décisions, à signer des contrats, parce que l'entreprise ne s'arrêtait pas et que s'arrêter lui-même aurait été trop facile. Il dormait peu. Il ne voyait plus Camille. Il s'était séparé dans les semaines qui avaient suivi le drame, sans discussion, avec la résignation de deux personnes qui savent que certaines choses ne peuvent pas survivre à certains événements. Il pensa à Nadia Koné tous les jours. Son avocat lui avait dit de ne pas la contacter, que tout contact non sollicité pourrait être mal interprété, utilisé, retourné contre lui. Peter écouta son avocat pendant 7 mois. Le 8e mois, il ne l'écouta plus. Il se présenta un mardi matin devant l'école maternelle Jules Ferry, dans le 13e arrondissement, à 8h30. Il attendit. Il vit Nadia arriver, petite, les cheveux tressés, un manteau bordeaux, le visage de quelqu'un qui a appris à marcher droit malgré le poids qu'il porte. Il s'approcha. « Madame Koné !» Elle s'arrêta net, se retourna, le reconnut immédiatement. Son visage avait été dans tous les journaux. Ce qui se passa dans ses yeux à ce moment-là n'avait pas de nom dans aucune langue qu'il connaissait. « Éloignez-vous de moi, tout de suite !» Sa voix était basse, parfaitement contrôlée, ce qui la rendait plus terrifiante que n'importe quel cri. « Je voulais juste... Éloignez-vous !» Il s'éloigna, mais il revint. « Dites-moi les pépites, comprenez-vous le besoin de rédemption de Peter ?» Il revint le jeudi suivant, et le mardi d'après, et encore. Nadia déposa une main courante. Son avocate envoya une lettre de mise en demeure. Peter reçut la lettre, la lut, la posa sur son bureau et continua de venir. Un matin de novembre, Nadia sortit de l'école à l'heure du déjeuner et le trouva assis sur un banc, en face, dans le froid, les mains dans les poches, qui ne faisait rien d'autre qu'attendre. Elle traversa la rue, s'arrêta devant lui, le regarda. « Qu'est-ce que vous voulez ? Vous parlez. Vous m'avez tué mon fils. Je sais. Vous savez et vous venez vous asseoir sur un banc en face de mon école comme si ça allait changer quelque chose.
Je ne sais pas quoi faire d'autre. Rien, vous ne faites rien, vous disparaissez. C'est ce que vous faites. Je ne peux pas. Elle le regarda longuement. Ses yeux étaient secs. Vous ne pouvez pas. Moi, je vis chaque matin sans mon fils, et vous ne pouvez pas disparaître. C'est ça que vous me dites. Il n'y avait rien à répondre à ça. Il ne répondit pas. Nadia rentra dans l'école. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. À cause de lui, de ses yeux bleus qui ne fuyaient pas, de cette façon qu'il avait eue de ne pas se défendre. Elle le détestait pour ça aussi. Il lui écrivit une lettre. Pas un mail, pas un message. Une lettre manuscrite, 6 pages, qu'il glissa dans sa boîte aux lettres un dimanche matin. Nadia la trouva en rentrant du marché. Resta un long moment dans son couloir, l'enveloppe dans la main, sans l'ouvrir. La posa sur la table de la cuisine, fit son ménage, prépara son repas, mangea seule en regardant par la fenêtre. Puis elle ouvrit la lettre. Il écrivait directement, sans chercher à embellir, avec cette précision froide d'un homme qui a l'habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Il ne demandait pas pardon. Pas dans cette lettre. Il disait qu'il n'avait pas le droit de demander pardon. Que le demander serait une façon de plus de penser à lui plutôt qu'à elle. Il lui parlait de Yanoa, de ce qu'il avait appris sur lui dans le dossier, des camions rouges, du sourire sur les photos. Il disait qu'il pensait à lui chaque jour. Il parlait aussi de lui-même, de son enfance, un père français absent, une mère américaine brillante et froide, qu'il avait élevée seul dans l'excellence et l'exigence, sans beaucoup de place pour autre chose, d'un homme qui n'avait jamais appris à s'arrêter. Il finissait par ces mots. Je ne vous demande rien, ni de me répondre, ni de me voir, ni de me pardonner. Je voulais juste que vous sachiez que ce qui s'est passé a changé quelque chose en moi, que rien ne changera en arrière. Et que si un jour, dans longtemps, vous vouliez me dire ce que vous pensez de moi, je serai là. Nadia lut la lettre 2 fois, la plia, la rangea dans un tiroir. Elle ne répondit pas, mais elle ne la jeta pas non plus. 6 mois passèrent. Un soir de mai, Nadia composa le numéro qu'elle avait gardé sans jamais savoir pourquoi. Allô, c'est Nadia Koné. Il resta silencieux une seconde. Je vous écoute. Je ne vous appelle pas pour vous pardonner. Je veux que vous le sachiez avant de dire quoi que ce soit. Je sais. Je vous appelle parce que j'ai des choses à vous dire que je ne peux plus garder pour moi. Des choses que je n'ai dites à personne parce que personne ne peut comprendre sauf vous. Je vous écoute. Elle lui parla de Yanoa, de la vraie vie de Yanoa. Pas le dossier, pas les photos, mais lui. Sa façon de manger les pâtes en faisant du bruit. Sa peur du noir qu'il niait farouchement. La chanson qu'il chantait faux en se brossant les dents. La façon dont il disait « Maman, j'ai pas sommeil » exactement 30 secondes avant de s'endormir. Elle parla pendant 40 minutes. Il ne l'interrompit pas une seule fois. À la fin, elle dit « Je ne sais pas pourquoi je vous ai appelé. Parce que vous aviez besoin que quelqu'un l'entende. Quelqu'un qui comprend ce que ça coûte. Ne croyez pas que ça change quoi que ce soit entre nous. Je ne le crois pas. Bonne nuit. Bonne nuit, Nadia. » Elle raccrocha, resta assise dans le noir de son salon pendant 1 heure. Et pour la première fois depuis très longtemps, quelque chose dans sa poitrine était légèrement moins lourd. Elle détesta cette sensation. Ils se revirent 3 semaines plus tard. Elle l'avait appelé. Ils se retrouvèrent dans un café du 13e, un endroit banal, des tables en formica, une lumière trop forte. « Parlez-moi de votre mère, » dit Nadia. Il la regarda surpris. « Dans votre lettre, vous en parliez. Brillante et froide. C'est vous qui avez dit ça. »« Oui. »« Alors parlez-moi d'elle. » Il parla. Sa mère, Eleanor, américaine, chef d'entreprise, qu'il avait élevée seule avec des principes simples et absolus. L'excellence ou rien, la faiblesse est un choix, les émotions sont des distractions. Elle ne vous a jamais dit qu'elle vous aimait? Si, quand j'avais de bonnes notes. Et quand vous n'en aviez pas? Elle ne disait rien. Le silence était pire. Nadia le regarda. Quelque chose dans ce qu'il disait résonnait d'une façon qu'elle n'aimait pas. Vous pensez que c'est une excuse? Votre enfance? Non, je pense que c'est une explication. Pas une excuse. Je suis adulte. J'aurais pu choisir autrement. Vous auriez pu ne pas prendre ce volant. Oui,
Mon fils serait vivant. Oui. Ces mots tombèrent sur la table comme des pierres. Je vous déteste, dit Nadia. Je veux que vous le sachiez. Chaque matin, quand je me réveille dans cet appartement sans lui, je vous déteste. Quand je range ces affaires que je n'arrive pas à jeter, je vous déteste. Quand je vois des enfants de 5 ans dans ma classe, je vous déteste. Je sais. Et pourtant, je suis là. Je sais. Je ne comprends pas pourquoi je suis là. Moi non plus. Mais je suis content que vous soyez là. Elle paya son café avant lui et sortit sans se retourner. Ils continuèrent à se voir. Pas régulièrement, de façon imprévisible, quand Nadia appelait, jamais quand Peter appelait, parce qu'il ne l'appelait pas. Il avait compris que c'était à elle de décider du rythme. Un soir de novembre, le 2e novembre depuis l'accident, Nadia l'appela différemment. Sa voix était moins contrôlée que d'habitude. « Je n'arrive pas à dormir. C'est l'anniversaire demain. »« Oui, je sais, je n'arrive pas non plus. » Un silence. « Peter. » C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. « Oui, je ne vous pardonne pas. Je veux que vous le sachiez, même ce soir, même comme ça. Je ne vous pardonne pas. Je ne vous demande pas de me pardonner. Alors pourquoi vous êtes encore là? Parce que vous l'êtes. » Un long silence. La nuit parisienne dehors. Restez au téléphone. Juste cette nuit. Sans parler forcément. Juste rester. Je reste. Ils restèrent au téléphone jusqu'à l'aube. Ils dormirent peut-être, chacun de son côté, le téléphone contre l'oreille. Ils ne surent jamais exactement à quel moment le silence était devenu autre chose. Cela arriva un soir de mars, le 3e mars depuis la mort de Yanoa. Nadia l'avait appelé dans l'après-midi, la voix étrangement calme, pour lui demander de venir. Il vint. Elle ouvrit la porte sans un mot et retourna dans le salon. Il entra, referma la porte derrière lui. Les camions rouges étaient derrière sur la fenêtre. La chambre de Yanoa était entr'ouverte. Quelque chose dans l'air de cet appartement était différent ce soir-là. Plus tendu, plus chargé, comme avant un orage. Nadia se retourna vers lui. Elle le regarda une longue seconde. Puis quelque chose céda. Elle s'avança et frappa sa poitrine avec ses poings. Pas une fois. Encore et encore et encore. Des coups désespérés, les 2 poings serrés qui s'abattaient sur sa poitrine, avec toute la force d'une femme qui portait 3 ans de douleur et qui ne savait plus comment la porter autrement. Elle pleurait, des larmes silencieuses d'abord, puis des sanglots qui venèrent du ventre, du même endroit que le cri du boulevard Auguste Blanqui, ce cri qu'elle n'avait jamais tout à fait fini de crier. « C'est vous! C'est vous! C'est vous qui avez fait ça! C'est vous qui me l'avez pris! C'est vous! C'est vous! » Peter ne bougea pas, ne recula pas, ne prit pas ses mains pour les arrêter. Il resta debout, les bras le long du corps, le visage ouvert, et il laissa faire. Il laissa chaque coup, il laissa chaque sanglot, parce qu'il le devait, parce que c'était la seule chose juste qu'il pouvait faire, tenir debout et recevoir ce que 3 ans de douleur avaient besoin de lui dire. Les coups ralentirent, puis s'arrêtèrent. Nadia avait les mains à plat sur sa poitrine maintenant. Elle ne frappait plus, elle tenait. Ses mains tremblaient, sa tête tomba contre lui, le front contre sa poitrine, et elle pleura encore, différemment, plus doucement, comme quelque chose qui se vide enfin. Il leva les mains lentement, doucement, et les posa dans son dos. Pas pour l'étreindre, juste pour être là, juste pour dire « je suis là, je reste, je ne pars pas ». Ils restèrent ainsi un long moment, immobiles dans le silence de l'appartement. Puis Nadia releva la tête, le regarda, les yeux encore brillants de larmes, le visage nu de toute défense, enfin. Ce qui se passa ensuite n'était pas prévu, ce n'était pas réfléchi, ce n'était pas une décision. Il se pencha légèrement, ou elle se haussa légèrement, ou les deux en même temps, on ne sut jamais vraiment. Le baiser fut doux, presque hésitant, le genre de baiser qui a peur de lui-même, qui sait qu'il est impossible et qui arrive quand même parce que certaines choses n'attendent pas l'autorisation. Nadia s'écarta la première, les yeux fermés encore une seconde. « Je vous déteste toujours, dit-elle à voix basse. « Je sais, dit-il, ça ne change rien à ce que vous avez fait. Je sais, ne souriez pas. Je ne souris pas. » Il ne souriait pas. Il avait les yeux de quelqu'un qui vient de recevoir quelque chose qu'il ne méritait pas et qui ne sait pas encore quoi en faire. Nadia alla dans la cuisine, fit du thé,
Peter s'assit sur le canapé et attendit. Ils ne reparlèrent d'un pas du baiser ce soir-là. Mais quand Peter repartit, 2 heures plus tard, Nadia le laissa partir sans lui dire de ne plus revenir. C'était déjà quelque chose. Nadia sut ce qu'elle ressentait un mardi ordinaire, dans sa classe, en regardant un petit garçon de 5 ans construire une tour avec des cubes. Il avait les mêmes mains que Yanoa. Pas exactement, des mains d'enfant, c'est tout. Mais dans ce moment-là, quelque chose se déplaça en elle. Pas la douleur. La douleur était toujours là. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait à de la vie qui continuait malgré elle. Elle pensa à Peter, et elle se détesta pour ça. Elle l'appela le soir. Il faut qu'on arrête de se voir. Pourquoi? Parce que je commence à ressentir des choses que je n'ai pas le droit de ressentir. Un silence. Nadia? Non, ne dites rien. Vous avez tué mon fils. Je n'ai pas le droit. Ce n'est pas possible. Ce serait une trahison envers lui. Yanoa voulait que vous soyez heureuse. Ne me parlez pas de ce que Yanoa voulait. Vous ne l'avez pas connu. Vous ne l'avez vu qu'une seconde, et cette seconde l'a tué. Il les reçut sans les esquiver. Vous avez raison. Je n'ai pas le droit de vous parler de ce que Yanoa voulait. Pardonnez-moi. Arrêtez de vous excuser tout le temps. Alors que voulez-vous que je fasse? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je veux. Je veux que mon fils soit vivant. Je veux ne jamais vous avoir rencontré. Je veux ne pas me réveiller certains matins en pensant à vous avant de penser à lui. Elle s'arrêta. Le silence entre eux était plein de tout ce qu'elle ne pouvait pas dire. Je ne disparaîtrai pas, dit-il doucement. Pas parce que je ne respecte pas ce que vous ressentez, mais parce que disparaître serait trop facile pour moi. Et vous méritez mieux que ce qui est facile pour moi. Nadia raccrocha, rappela 10 minutes plus tard. Je vous déteste. Je sais, mais ne disparaissez pas. La troisième année fut différente. Ils se voyaient maintenant sans raison particulière. Un film, un repas, une marche le long de la Seine, un dimanche que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu. Un soir que Peter était dans le salon de Nadia, elle l'avait invité pour la première fois, un pas qu'elle avait mis 3 ans à franchir, il vit les camions rouges. Ils étaient encore sur le bord de la fenêtre, alignés, exactement comme Yanoa les avait laissés. Il ne dit rien, mais Nadia vit qu'il les avait vus. Je ne peux pas les bouger, dit-elle. Je sais. Parfois je pense que si je les bouge, il disparaîtra vraiment. Il ne disparaîtra pas. Il est en vous. Pas dans des camions. En vous. Nadia le regarda longuement. Cet homme aux yeux bleus qui avait détruit sa vie et qui était devenu, sans qu'elle l'ait décidé, sans qu'elle l'ait voulu, une partie de ce qui la maintenait debout. Peter. Oui. Je ne vous pardonne toujours pas. Je sais. Mais je crois que je vous aime quand même. Ces mots coûtèrent quelque chose d'énorme à dire. On le vit sur son visage à lui aussi. Pas de la joie, pas de la satisfaction, quelque chose de plus compliqué. Du soulagement peut-être. Et de la douleur aussi parce que certains bonheurs arrivent chargés de tout ce qu'ils ont coûté. Il prit sa main. Elle ne la retira pas. C'est possible, dit-il, d'aimer quelqu'un qu'on ne pardonne pas. Je ne sais pas, on va voir. L'enfant s'appelait Léa. Elle naquit un matin de septembre dans une maternité du 13e arrondissement, avec un cri qui emplit la salle entière et des yeux, quand elle les ouvrit enfin, dans les heures qui suivirent, d'un noir profond qui était celui de Nadia. Peter était là. Il avait tenu la main de Nadia pendant 8 heures de travail, sans un mot inutile, sans une fois regarder ailleurs. Quand l'infirmière posa Léa sur la poitrine de Nadia, il se mit à pleurer. Nadia le regarda. Elle aussi pleurait. Ils pleuraient tous les deux, pas pour la même chose exactement, pas tout à fait pour la même douleur, et pourtant ensemble, parce que la naissance de Léa était belle et déchirante en même temps, parce que la joie de ce matin-là n'effaçait rien. Elle ne pouvait pas effacer, elle n'avait pas ce pouvoir-là, et ils le savaient tous les deux, mais elle s'ajoutait. Elle venait en plus. Elle venait dire que la vie continuait, pas à la place de ce qui avait été perdu, mais malgré la perte, à côté de la perte, avec la perte. Léa ne remplacerait jamais Yanoa. Nadia le pensa très clairement en regardant ce petit visage froissé contre sa peau. Elle pensa à Yanoa. Elle pensa à ses camions rouges, toujours alignés sur le bord de la fenêtre. Ils y resteraient toujours. Elle pensa à sa façon de dire « Maman, j'ai pas sommeil » 30 secondes avant de s'endormir.
Elle pensa qu'il aurait eu 8 ans maintenant et qu'il aurait peut-être voulu tenir le bébé. Et elle pleura encore. Peter s'approcha, s'assit sur le bord du lit, posa sa main sur la tête de Léa, légèrement, avec la précaution qu'on met à toucher quelque chose de sacré. « Elle est là !» dit-il simplement. « Elle est là !» répéta Nadia. Ils ne dirent rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre à dire. Dehors, Paris continuait. Le 13e arrondissement avec ses bruits ordinaires, ses rues, ses écoles, ses boulevards. Le boulevard Auguste Blanqui quelque part dans la ville, avec ses trottoirs, ses passages piétons, ses mères qui tenaient la main de leurs enfants. Dans cette chambre blanche d'une maternité parisienne, Nadia Koné tenait dans ses bras une petite fille qui n'avait rien à effacer et tout à construire. Et elle comprit que c'était peut-être ça, ce que le pardon coûtait vraiment. Pas oublier, jamais oublier, mais trouver quelque part dans la douleur assez de place pour que la vie puisse continuer quand même. Assez de place pour Léa. Alors les pépites, auriez-vous pardonné? Auriez-vous ouvert votre cœur?